Bonsoir à tous et à toutes. La Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild sont très heureuses de vous accueillir ce soir pour cette présentation à distance, malheureusement, du livre de Boris Tcherny, le livre de Boris Tcherny, donc, qui s'appelle, et vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, Salomon Reinach, un polygraphe sous le signe d'Amalthée, qui est donc la correspondance de cet intellectuel entre 1888 et 1932. Nous sommes très heureux non seulement de vous présenter ce livre, mais aussi d'accueillir Boris Tcherny. Boris Tcherny, qui est un compagnon de longue date, si j'ose dire, de notre bibliothèque. C'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté nos espaces, que ce soit rue La Bruyère ou rue Michel-Ange. C'est un spécialiste du monde russe, mais il a également donc fait ce grand travail universitaire. Et je voudrais, avant de commencer vraiment, ce sera sans doute un peu aussi prendre sur ce que Boris voulait nous dire, mais lui demander tout simplement pourquoi il s'est intéressé à Salomon Reinach. Salomon Reinach qui est un personnage qui nous est cher à l'Alliance israélite universelle, puisqu'il a été très important dans l'histoire et l'organisation de l'Alliance. Donc, Boris Tcherny, pourquoi des études russes Oui. vous êtes-vous intéressé à Salomon Reinach? Alors, tout d'abord, merci Jean-Claude et merci à la Bibliothèque de l'Alliance. Je suis particulièrement fier et honoré d'être présent aujourd'hui et de pouvoir exposer un petit peu ce travail qui, effectivement, de prime abord, semble sortir de mon précaré et de mon domaine de prédilection, qui est les études juives dans le monde russe, dans le monde est-européen. Mais c'est bel et bien par le biais de Salomon Reinach et le monde russe et le monde juif russe que j'ai abordé la carrière de ce grand savant, hein, de ce grand savant dont on connaît beaucoup de choses. On connaît en particulier son parcours exceptionnel que j'ai mis sous le signe d'Amalthée, cette chèvre qui a nourri Zeus et qui a donné cette corde d'abondance d'où s'écoulaient tous les fruits et les bienfaits qui servaient à nourrir Zeus, parce que précisément l'œuvre de Salomon Reinach a été très abondante, très riche, avec une carrière exceptionnelle, dont je vais rappeler rapidement les grandes étapes, mais ce sera aussi pour aborder un des aspects de cette carrière et de cette production intellectuelle qui est peu connue, en particulier ses liens avec la Russie. Voilà. Donc, si je peux, voilà, donc les principales dates, hein, on les a ici, c'est Voilà. les dates qui sont celles, on a là les dates principales que je ne vais pas lire, mais qui sont celles d'un esprit particulièrement brillant et avec un parcours académique tout à fait exceptionnel. Et tous ses contemporains ont mis en évidence la puissance de travail énorme de Salomon Reinach. Alors, dans ce parcours académique exceptionnel, je voudrais d'ores et déjà souligner l'association de trois lignes essentielles, de trois axes essentiels, qui sont, un, les études et sa passion pour le monde antique, avec son travail à l'École française d'Athènes, qui était très jeune. Je voudrais également aborder ce qui est moins connu, enfin, ce qui est très connu, mais qui est aussi abordé, excusez-moi, c'est son activité au comité central de l'Alliance israélite universelle, et puis ensuite à la JCA, c'est-à-dire à la Jewish Colonization Association, cette association qui était destinée à venir en aide aux Juifs, en particulier en Russie et en Pologne, et leur apporter une aide dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, et également pour partir s'installer dans des pays étrangers, en Argentine le plus souvent. Mais il y a un aspect qui est moins connu et que je voudrais d'ores et déjà aborder, qui est celui de son intérêt pour le monde russe.
cet intérêt pour le monde russe, il s'est concrétisé très tôt, si je puis dire, d'une certaine façon, par son mariage avec Rose Rivka Margoliev, une jeune étudiante venue d'Odessa, qui a fait ses études à Paris, comme les nombreuses jeunes étudiantes juives qui venaient faire des études de médecine. Et Rose Margoliev a joué un rôle essentiel dans la vie de Solomon Reinach et de son intérêt pour le monde russe, puisque vous voyez, il y a une concordance qui a été peu souvent relevée dans sa vie, c'est de son mariage, la connaissance avec Rose Reinach, et puis son intérêt pour les antiquités et l'historiographie russe, et la publication la même année de cet ouvrage, Les Antiquités de la Russie méridionale, écrit par Nikodym Kondakov et le comte Ivan Tolstoï. Boris, si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez peut-être approcher votre micro d'une manière ou d'une autre parce que le son n'est pas absolument parfait? Oui, est-ce que comme ça sera mieux, hein? Ce serait mieux si, oui, voilà, tout si à vous fait. arrivez. Oui, c'est parfait. Je vous remercie. Excusez-moi. Et reprenez donc sur oui, je disais qu'il y a une concordance. Alors, il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à faire sur le personnage de Rose Margoliev, qui était une femme médecin qui s'est dévouée pendant la Première Guerre mondiale, qui est d'ailleurs reçue pour son dévouement en tant que médecin sur le front, qui a reçu la médaille de la Légion d'honneur. Et puis donc, cette concordance dans le temps de son mariage avec cette femme juive d'Odessa et son travail, sa collaboration avec des historiens russes, en particulier avec Nikodym Kondakov, un grand historien, et le comte Ivan Tolstoï, à ne pas confondre avec Léon Tolstoï, hein, le comte Ivan Tolstoï qui était un numismate et qui a été le premier maire élu de Saint-Pétersbourg, mais également un philocélite et très introduit dans les milieux juifs de Saint-Pétersbourg et en particulier auprès de la famille Gainsbourg. Je continue donc dans les principales dates. Là, on vous perd un peu au niveau du son, je suis désolé. Excusez-moi, et là? Oui. Là, c'est mieux, oui. Oui. Bon, ben là, je vais tenir. Hein. On continue donc dans son parcours à la fois académique et son investissement dans ses activités à l'intérieur des associations, des organismes juifs. Hein. Il rentre au conseil d'administration de la Jewish Colonization Association. Il devient également membre de la Société des études juives. Et puis, il devient professeur titulaire de l'École du Louvre et directeur du Musée des Antiquités de Saint-Germain. Et tout ça, malgré le contexte délétère de l'affaire Dreyfus et d'un contexte assez difficile, si je puis dire, de manière euphémique, avec un certain euphémisme en France. Bien. Vous pouvez nous dire en 2 mots si Salomon Reinach a souffert directement de l'antisémitisme et si la position de son frère Joseph en particulier, qui est l'historien de l'affaire Dreyfus et qui a été un militant dreyfusard du premier plan, a eu une influence sur la vie et la carrière de Salomon. Non, ça n'a pas eu d'influence, pas à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais pas une influence sur sa carrière qui a été brillante. Mais par contre, je peux dire qu'il s'est particulièrement investi dans la cause dreyfusarde, en tout cas dans la défense de Dreyfus avec son frère et avec un des savants dont j'ai pu reconstituer également la correspondance, qui est Léo Herrera, en Belgique et qui a pris une part considérable dans la défense de Dreyfus. Ce n'est pas un domaine que j'ai étudié particulièrement. Je l'ai laissé en suspens. Comme vous allez voir dans les sources que j'ai utilisées en particulier, je reviendrai sur ce domaine très particulier de l'affaire Dreyfus pour vous dire que justement, je ne l'ai pas traité à partir des documents dont je pouvais disposer. Merci. Et puis, donc, dans les années 1904-1909, il y a un bien nouveau dans son travail, puisqu'il va se diriger vers les études, vers l'anthropologie comparatiste, sous l'influence
de l'école des chercheurs anglais, de Taylor, de Robertson, de Smith et de Fraser. Et ces ouvrages de cette époque, en particulier Orpheus, Histoire de religion, Culte, mythe et religion, ces publications de ces ouvrages vont lui attirer certains désaccords, vont entraîner des désaccords avec une partie des juifs est-européens, des Allemands en particulier, qui considèrent qu'il y a chez Renak une approche trop universaliste et en tout cas déjudaïsée du judaïsme. C'est un point vraiment important, je pense que vous allez y revenir. Oui, 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 tout à fait. Et puis, il est élu pour une dernière fois au comité central de l'Alliance, mais ça se passe mal, en particulier en raison de désaccords avec les Juifs allemands. Il démissionne la même année et entre 1914 et 1917, alors il y a une certaine, je dirais, un tournant, ou plus exactement, il y a un investissement considérable de mon point de vue de Salomon Renak dans la défense du monde de communautés juives russes et également il s'engage vraiment pleinement dans la lutte contre l'antisémitisme en France, antisémitisme particulièrement virulent. C'est l'époque des frères Tarot, c'est l'époque où les romans français sont nourris, pétris d'antisémitisme populaire qui se diffuse largement. On en a beaucoup d'exemples dans la bibliothèque de l'Alliance et certains sont accessibles dans notre bibliothèque numérique d'ailleurs. Voilà, Salomon Renak écrit énormément de comptes rendus, luttant pratiquement contre chaque publication antisémite, contre les accusations judéo-bolchevisme. Il est là, présent, et c'est particulièrement remarquable. Et il va également signer des avant-propos de livres destinés à lutter contre les propagandes antisémites et les campagnes contre le judéo-bolchevisme. Donc, vous voyez, c'est une carrière particulièrement brillante et dont on connaît, donc on connaît quoi? Eh bien, on a du point de vue scientifique et du point de vue des publications, on a trois types d'œuvres consacrées aux trois registres de livres et d'articles consacrés à Renak. On a des notices de type encyclopédique et biographique. On a également des essais sur l'activité du savant, de Renak, dans l'histoire, essentiellement dans l'Antiquité, dans l'anthropologie, et puis des ouvrages qui intègrent l'œuvre de Renak dans son activité au sein de l'Alliance et de la Jewish Colonization Association et dans les études juives, à travers le prisme de l'histoire de la communauté israélite française de la fin du 19e et du début du 20e. Voilà. Maurice, je suis désolé de vous embêter avec l'histoire du son, mais parfois quand le micro est peut-être trop près de vous, ça fait un certain nombre de parasites. Il faudrait trouver le bon équilibre. Le bon équilibre. Là, c'est un peu loin. Là, c'est un peu loin pour l'instant. Un peu loin. Et là? Là, c'est mieux. Allez-y. Voilà. Bon, alors, je continue. Donc, voilà, j'en étais là dans mes connaissances de Renak, à peu près des connaissances que tout le monde a à travers des grands travaux qui ont été faits sur ces fous de la République, tous ces juifs mettant la vertu du travail et des études comme une preuve de leur dévouement et de leur attachement au modèle français. L'excellence républicaine, effectivement. L'excellence républicaine, tout à fait. Et quand je suis allée à la bibliothèque d'Hydro de Lyon à l'occasion d'un colloque, et je suis tombée sur la bibliothèque Renak, bibliothèque qui a été cédée par la famille après la mort de Salomon Renak. Et là, j'ai trouvé dans sa bibliothèque un grand nombre d'ouvrages consacrés aux Juifs russes. Donc, j'en suis venue aux Juifs russes et je me suis dit que là, il y avait certainement une piste à creuser, étant donné que dans la bibliothèque d'Hydro, dans le fond Renak, il y a beaucoup d'ouvrages, un certain nombre d'ouvrages qui sont en russe. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que cet homme-là connaissait le russe? Il ne connaissait pas, mais cela m'a incité à chercher s'il y avait des archives Renak et je suis tombé Parfait comme ça. sur la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence,
qui comporte, qui a dans ses fonds toute la correspondance RENAC. Toute la correspondance RENAC, c'est 50 000 pièces, hein, réparties dans 171 boîtes, avec des lettres qui se rapportent à des questions d'ordre scientifique, sur la philologie grecque, que je n'ai pas abordées, parce que ce n'est pas mon domaine. Lettres envoyées à l'helléniste Paul Mazon, que je n'ai pas abordé non plus. Il y a un très riche fonds de lettres d'échanges avec les membres de la famille Dreyfus, que je n'ai pas abordé non plus. Et puis des lettres qui se rapportent à sa vie mondaine, qui a été très très riche. Il a reçu Thomas Mann, par exemple, chez lui, Liane de Pougy, la princesse Bibesco. Bon, j'ai trouvé que là, c'était aussi m'écarter de mon domaine de prédilection et je n'ai pas voulu aller vers là. Mais par contre, excusez-moi, j'ai voulu, voilà, excusez-moi, j'ai voulu m'attacher à investiguer, à examiner les documents qui se rapportaient à ces liens avec la Russie. Donc, si je vous comprends bien, Boris, ce volume qui est déjà très important et très riche, en fait, on peut encore faire 2 ou 3 livres à partir de la correspondance de Salomon Reynac. Ah, sinon plus, Hmm. sinon plus, euh, il y a de quoi nourrir énormément de recherches encore dans ce fonds qui est, à mon avis, largement sous-exploité. Hein. Est-ce qu'on a une idée précise de la raison pour laquelle la bibliothèque Méjeanne possède toutes ces lettres? Écoutez, ça, c'est une énigme à laquelle que je n'ai pas pu répondre. Alors peut-être que d'autres personnes ont la réponse. Je sais que Salomon Reynac voulait que ses lettres, ses archives soient, un, cédées à la bibliothèque d'Aix-en-Provence, deux, que ce fonds ne soit ouvert qu'en l'an 2000. Hmm. Donc c'est tout récent en fait, enfin tout récent, Oui, c'est relativement ça. récent, quoi. Hein. Donc là, il y a un potentiel pour tous Ah, nos amis chercheurs, il y a un potentiel de découverte absolument extraordinaire. Je oui, pense tout à à notre fait, ami Philippe Auriol et à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'affaire Dreyfus, par exemple, tout qui à fait, auraient sans doute tout à du fait. miel à récolter. Tout à fait, tout à fait. Mais je n'ai pas abordé cette question de l'affaire Dreyfus parce que c'est vraiment un domaine spécifique. Hein. Mhm. Alors, ça m'aurait entraîné vers du saupoudrage. Bon, déjà, c'est déjà l'empan et les différents domaines que j'ai pu aborder sont très vastes. J'ai Déjà pas très. préféré ne pas aller vers des domaines qui étaient vraiment spécifiques. Et j'ai gardé 500 lettres, j'ai gardé 500 documents, mais j'ai quand même parcouru toutes les boîtes. Hein. J'ai parcouru Oui. toutes les boîtes et je crois que rien de ce qui était du domaine juif russe m'a échappé. Bon, Mhm. il est possible. Une question de bibliothécaire et d'archiviste. L'état de conservation de ces lettres semble très, très Excellent, correct. Excellent excellent, même, oui. excellent. Alors, Salomon Reynac avait l'habitude de lire toutes les lettres et de les encadrer de noir et de les conserver parfaitement. Il avait un sens de la mémoire, de l'histoire qui était considérable. Enfin, de manière professionnelle, je dirais, et puis aussi en tant qu'homme. Il gardait absolument tous les papiers, tous les documents. Hein, et ils sont parfaitement classés. Et les, les bibliothécaires et archivistes de la bibliothèque Méjeanne accueillent avec beaucoup de plaisir, ils sont très disponibles. C'est un vrai plaisir que de travailler pour eux et j'ai tenu à les remercier dans le livre de l'aide qu'ils m'avaient apporté. Bien sûr. Alors, j'ai gardé. Et pour qu'on Oui, soit bien, qu'on comprenne parfaitement, ce sont les lettres reçues alors par Salomon justement, Reynac. Est-ce qu'il existerait les lettres envoyées ou des registres de correspondance ou des copies de lettres? c'est une excellente question. C'est que pour ne pas avoir une des correspondances en monophonie. Hein. Je suis allé chercher à partir des documents que j'ai trouvés là-bas pour un certain nombre de personnes. Je suis allé chercher si je pouvais trouver les lettres envoyées par Salomon Reynac à ses correspondants.
Alors, je suis allé les chercher en Russie, à Saint-Pétersbourg, en Belgique, à l'Université de Bruxelles, en Israël, et puis en Tchéquie, et puis également aux États-Unis. Voilà. Et Et sans doute un peu à Paris. oui, oui, excusez-moi, aussi à Paris, oui, oui, évidemment, ici à Paris, oui, oui. On oublie toujours ce qui est très, très proche, mais également aussi à Paris, oui, 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 oui. Donc, j'ai pu répartir ces massifs de correspondance en trois blocs. Les lettres au comité des étudiants israélites, les archéologues et historiens russes, 200 documents et près de 180 personnalités du monde juif en relation avec la Jewish Organization Association et l'Alliance israélite universelle. Alors, je passe très rapidement sur le, 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 le premier, sur le massif des étudiants. Bon, il y a un article qui avait été écrit précédemment sur l'Alliance et l'apport de l'Alliance dans la réception des écrivains, excusez-moi, dans l'aide que l'Alliance apportait aux étudiants. Enfin, je suis remonté avant la date qui était présente dans cet article, et puis je crois de manière plus vaste également, j'ai pu également mettre à jour le système de répartition des prêts aux étudiants et les facteurs qui faisaient que les paramètres de répartition de ces aides, les domaines universitaires privilégiés, et puis l'aide également que la collaboration auprès de Salomon Renac, de Marina Jott-Wibushevitz, qui était une amie de Rose Renac, aussi une personnalité très, très intéressante, une femme médecin. Il y aurait certainement là aussi beaucoup de choses à faire de ce côté-là, du point de vue de l'étude de son itinéraire. Ces lettres aux étudiants, donc ce travail pour l'attribution de bourses et d'aide à ces étudiants qui sont très souvent dans la misère, c'est un côté passionnant du livre, et en particulier, parfois la dureté et en même temps l'empathie. Les deux existent, qu'on peut prêter à Renac dans le traitement de ces étudiants. Il les suit, il est beau, il est très attentif à leur sort, et parfois il est assez cavalier avec eux. Je crois que vous avez tout à fait raison, et je crois que c'est cette ambiguïté, Renac, qui est aussi l'ambiguïté du monde israélite français à cette époque-là. Euh, on est distant avec ces juifs russes qui arrivent. Bon, même des fois, on est agacé, énervé par leur présence. Et puis en même temps, il y a un sentiment de fraternité, un sentiment de proximité, malgré tout, avec ces gens qui viennent de loin, mais qui ont quelque chose de commun avec ces juifs français. Et on retrouve ça effectivement, dès la correspondance, dès l'examen de la correspondance avec ces personnes qui viennent étudier en France, dont certains vont ensuite se retrouver parmi les collaborateurs de RENAC ou des personnalités ils vont devenir des personnalités connues avec lesquelles il va entretenir des correspondances soutenues. Je pense par exemple à Tchernov, dont il sera question plus loin. Ensuite, excusez-moi, je vais être loin, non, c'est ça. Ensuite, j'ai abordé la question du temps des transferts. La deuxième partie du livre, c'est le temps des transferts, avec des personnalités telles qu'Alexandre Braudo, qui était un membre important de la communauté juive de Saint-Pétersbourg, qui a été bibliothécaire, avec Salomon Fouch, Yuli Gessen, Valdemar Ravkin, Nicodim Kondakov et Jean Tolstoï. Alors tout ça, ça a l'air un petit peu mis en désordre, mais il y a une grande cohérence en fin de compte d'itinéraire dans tout ça. En 1893 et 1901, Salomon Renac se rend en Russie. Il fait la connaissance de Nicodim Kondakov, qui lui est plutôt nationaliste, mais qui travaille et collabore avec Jean Tolstoï. Jean Tolstoï, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est très introduit à beaucoup d'amis dans la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Et c'est un philosémite convaincu. Et par le biais de Jean Tolstoï,
Salomon Reinach va nouer des doubles relations sur deux niveaux, à la fois avec les historiens russes, tels que Kondakov, qui sont plutôt nationalistes, et en même temps avec les représentants du judaïsme russe de Saint-Pétersbourg. C'est ainsi que j'ai pu reconstituer toute la correspondance avec Jean Tolstoï. Jean Tolstoï qui va traduire d'ailleurs Orpheus de Reinach en russe en 1909. Et puis, j'ai pu également reconstituer donc leurs échanges jusqu'à la mort de Jean Tolstoï en 1906, si je ne me trompe pas, et reconstituer aussi comment Jean Tolstoï avait œuvré avec l'historien Yuli Gessen dans la publication d'un ouvrage destiné à lutter contre l'antisémitisme en Russie, ouvrage qui est paru en 1907, et que ensuite est arrivé en France par l'entremise du biologiste originaire d'Odessa, Valdemar Khavkin, qui était également proche des milieux sionistes, d'Odessa, comme Madame Reinach. Et là, on voit comment se nouent des affinités régionales. Odessa, Valdemar Khavkin connaissait visiblement Madame Reinach depuis Odessa, mais également des affinités entre historiens et des affinités entre personnes qui partagent le même souci de défendre la cause juive, des juifs russes et de lutter contre l'antisémitisme. C'est là une superposition qui, me semble-t-il, est particulièrement intéressante parce que Reinach va d'un côté favoriser les contacts entre monde juif russe et monde israélite français, et de l'autre côté va également favoriser la diffusion de l'art russe en France, de cet art site qui va connaître un grand succès au début du XXe siècle en France. D'accord, c'est pour ça que vous utilisez le mot de transfert, donc Reinach comme une sorte de cheville ouvrière du passage dans les deux sens, en fait, dans les deux sens, de la culture et de l'histoire russe vers les Français et inversement. Tout à fait, dans les deux sens, et avec comme personnalité en second plan, mais particulièrement importante néanmoins, Salomon Fuchs et Alexandre Braudot, qui ont joué un rôle essentiel également dans les contacts entre ces deux pôles, hein, si je puis dire, le pôle russe et le pôle français. Ensuite, il y a eu, dans le livre, j'aborde le temps des projets, le temps des ruptures. Le temps des projets, le temps des ruptures, il y a les projets avec Salomon Fuchs, que l'on revoit ici, il y a eu un projet d'un travail sur Saadia Gaon. Salomon Fuchs travaillait à la fois en Allemagne, son frère était éditeur d'un journal en hébreu, il travaillait en Angleterre. Saadia Gaon a été particulièrement l'objet à l'occasion de son millénaire de son millénaire de sa naissance ou de sa mort, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a eu une sorte de résurgence pour son intérêt, pour son œuvre, avec des travaux importants qui ont été entrepris grâce sur les livres de Saadia Gaon conservés à Saint-Pétersbourg et aussi en Angleterre. Donc voilà, Salomon Fuchs est en contact avec Reinach pour cette raison-là, mais également Salomon Reinach est en contact avec Isidor Singer, avec Naum Slush et avec Angelo Salomon Rapoport pour trois projets majeurs qui sont des trois projets de publication d'encyclopédie. Une en anglais, avec Salomon Rapoport la publiera en Angleterre, aux États-Unis, excusez-moi, et des projets également d'encyclopédie en hébreu. Alors, des projets qui ne verront pas le jour pour différentes raisons, mais ce qui est important, c'est que ces personnes-là s'adressent à Reinach en lui disant, ben voilà, ça serait bien si vous participiez, si vous faisiez partie du comité de rédaction, si vous publiez également des articles. Et la correspondance entre ces personnalités, entre ces personnes, est également une correspondance très nourrie. Excusez-moi, je fais des bêtises. Vous reprenez le fil. Oui, hop.
Je reprends, excusez-moi. Ensuite, après ce temps des projets, j'ai abordé dans l'ouvrage le temps des projets aboutis et des projets non aboutis. Parmi ces projets aboutis, il y a tout le travail avec Paul et Léo Herrera. Euh, on parle beaucoup de l'Allemagne en tant qu'espace de transfert, des relations entre la France, l'Allemagne, la Russie pour les transferts de connaissances, de savoir. Il faudrait faire mention aussi de la La Belgique. Belgique, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Paul et Léo Herrera, Dans mais votre également, liste, on retrouve Philipson également. voilà, Franz Philipson, qui lui est né en Allemagne, mais néanmoins, bon, a une activité très importante. La famille Philipson était très importante également en Belgique. Et j'ai pu reconstituer une grande partie de la correspondance de Léo Herrera et de Salomon Reynac, hein, en échange, pas uniquement une correspondance à une voix, à travers des projets. Bon, il y a les projets d'abord de défense de Dreyfus, comme je l'ai dit, mais je n'ai pas euh, retenu cet axe-là. Il y a par contre un travail commun de publication d'un livre en faveur un livre en faveur des Juifs russes, c'est-à-dire faisant l'état de la situation des Juifs russes, qui va être signé par Léo Herrera. Léo Herrera qui reproche souvent à Salomon Reynac dans la correspondance d'être un peu en retenue et de ne pas vouloir être assez critique vis-à-vis de la Russie, mais Salomon Reynac est présent quand même dans ce projet-là et il est aidé. En arrière-plan, on devine que son épouse est là pour traduire des documents qui arrivent de Russie et également pour donner des indications très concrètes sur la situation des Juifs en Russie. Alors, juste, pas pour vous interrompre, mais Donc, je vous en pour prie, mieux je vous en prie. comprendre, euh, on comprend de ce que vous dites de la position très importante de Rose, l'épouse donc de Salomon, dans tout ce travail en liaison avec la Russie. Est-ce que Rose elle-même écrit? Est-ce que nous savons? Est-ce qu'on a d'autres informations sur le travail de Rose Reynac dans tout ce domaine? Malheureusement pas. Malheureusement pas. En Israël, dans les archives de Ravkin sont conservées quelques chansons euh, retranscrites, copiées de la main de Rose Renac, des chansons de chants révolutionnaires russes, populistes, du, mais pour parler vrai, on a rien sinon que Rafkin, dans ses carnets, dit très souvent qu'elle est beaucoup plus sioniste que ne l'est son mari et qu'il regrette qu'elle ne soit, qu'il ne la suive pas dans ce chemin-là, quoi. Mais on n'a aucun document connu, aucune lettre, rien Donc, du tout, malheureusement. voilà, Mais non. c'est une cheville ouvrière, elle est présente, elle est là, elle est très présente. Ouais. Comme souvent dans les études de genre, comme on dit aujourd'hui, la place de la femme se retrouve en creux finalement Tout à et pas fait. vraiment exposée. Tout à fait, mais c'est l'absente particulièrement présente. Euh, Moi, j'ai senti sa présence à travers le projet de publication du livre de Tolstoï et de Essen, si on revient en arrière sur les Juifs russes. Rose a traduit ce livre et elle a essayé de faire publier en Angleterre. Elle n'y est pas arrivée, mais elle a essayé. Voilà. Elle est très souvent là devant pour tous ces projets-là. Et donc, un projet qui a abouti, c'est ce livre sur les Juifs russes par Léo Herrera. Et puis, un projet qui ne va pas aboutir, mais c'est presque anecdotique, mais c'est quand même intéressant. Solomon Reynac et Léo Herrera ont l'idée de contacter Jules Verne et ils veulent publier, ils veulent demander à Jules Verne d'écrire un livre qui serait la l'Isba de l'oncle Yankel.
et Ah qui oui, servirait c'est pas anecdotique, de mais on doc. regrette de ne pas l'avoir lu. Bah oui, c'est ça, tout à fait, hein, parce que et ils disent bon bah voilà, Jules Verne est très lu en Russie, Jules Verne est lu partout, et ce serait formidable si on pouvait faire publier un livre pareil. Vous savez s'ils ont vraiment essayé de joindre Jules Verne? En tout cas, C'est une idée en l'air. dans leur correspondance, c'est ce qu'ils disent, hein. Je ne suis pas Ah. allé voir dans les archives Jules Verne à Amiens, mais ça vaudrait peut-être, effectivement, ça serait l'occasion de le faire. Et puis, d'autres projets qui ont abouti, c'est l'engagement dans les deux guerres, l'engagement de Salomon Reinach auprès des juristes juifs russes. Alors, Ruvim Blanc, Boris Mirsky, Solomon Posner, bon, qui n'était pas juriste, Rosenstein, Yuda Tchernov. Salomon Posner, c'est celui qui a fait la biographie de Crémieux, non? Tout à fait, tout à Ouais. fait, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est, tous ces juristes-là sont en même temps francs-maçons. Ils œuvrent auprès de la Société des Nations et Renac est à leur côté véritablement. Renac œuvre et il veut créer avec eux une sorte de force d'intervention, une sorte de casque bleu avant l'heure, de façon à assurer la paix dans les conflits éventuels. Voilà, donc et puis, pour certains d'entre eux, il va préfacer les œuvres, hein. C'est le cas de l'œuvre de Rosenstein ou encore d'une œuvre de Mirsky. C'est dans cette période de l'entre-deux-guerres que Salomon Reinach est très très présent sur le front de la lutte contre l'antisémitisme, qui est particulièrement virulent. Et puis, il y a le protocole des sages de Sion qui est diffusé. Et Et là, ça depuis les années sera 20 en particulier, oui. voilà, dans les années 20. Et là, il collabore avec Lucien Wolff en Angleterre dans, pour combattre la diffusion de ce faux dans le monde et montrer bon, bah, que c'est une construction. Juste un tout petit retour en arrière dans la liste Oui, précédente. je vous en Vous prie. n'avez pas vraiment évoqué le rôle d'Émile Meyerson, avec qui pourtant il était en lien autour de la JCA, la Jewish Oui, Colonization Association. le fond, la correspondance Meyerson et la correspondance Meyerson-Renac est très, très riche, mais en Ouais. même temps très technique. Très technique sur deux plans. On Premièrement, salue Eva Telkesh-Klein qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. oui, et alors et puis qui m'a inspiré dans la façon dont la correspondance peut être exploitée. Son livre, véritablement, a été une révélation pour moi. Je n'ai pas de scrupule à le dire. Je l'ai outrageusement, enfin, dans mon idée, je voulais la copier. Alors, la correspondance avec Meyerson a deux volets. Une qui est très technique, un volet très technique qui est de gestion de la JCA, nombre de personnes qui peuvent être employées dans telle ou telle colonie, les fonds, les directives idéologiques, etc. Mais c'est surtout très technique, hein, c'est du comptable. Et puis, il y a un autre aspect qui est lecture des œuvres mutuelles. Émile Meyerson lit les œuvres de Reinach en ce qui concerne l'anthropologie ou ce qui concerne la religion. Et puis, Émile Meyerson donne à lire ses ouvrages de philosophie à Reinach. Bon, il y a un domaine spécifique à étudier. Moi, j'ai gardé dans la correspondance avec Meyerson ce qui se rapportait au domaine juif russe. Hein, je suis resté dans mon domaine, en particulier à la situation dans les marges de la Pologne, marge orientale de la Pologne. Meyerson était polonais. Et puis de la situation des Carpates et de la situation catastrophique de la population à l'occasion de la Première Guerre mondiale en 1915, entre 1915 et 1918 dans cette région.
Très bien. Donc, Euh, excusez-moi, je vous ai fait revenir en arrière, mais vous mais étiez déjà, je vous en prie, non, non, mais c'est très très bien voilà, comme ça. avec les Yuda juristes, Tchernov et même ici, après les juristes, oui, 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 avec le j'étais sionisme, en juriste. fait. Yuda Tchernov, juste un mot pour dire que il a, il a entretenu une relation très ombrageuse avec, très mouvementée avec Salomon Reynac, qu'il avait connu déjà quand il était étudiant et qu'il avait demandé des prêts pour, afin de faire ses études en France. Et il va écrire une histoire, l'histoire de l'Alliance, qui ne sera pas éditée sous son nom, hein. Non. Mais néanmoins, c'est lui qui va la rédiger. Il se plaint souvent d'être méprisé, de ne pas être assez bien considéré. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de retracer cette. Là, si vous abordez ce sujet, je pense qu'il y a euh, dans les correspondances que vous relevez donc de Salomon Reynac avec l'Alliance, il y a des choses admirables et il y a aussi beaucoup de récriminations, je pense, de Salomon Reynac vis-à-vis de l'Alliance et de son administration. Oui, oui, il trouve qu'il y a beaucoup de lourdeur, il trouve qu'il y a beaucoup de manque de souplesse, que les, la communication ne se fait pas. Bon, Bon, les euh, choses ont bien changé, bien oui. changé. Non, mais c'est très intéressant de voir le fonctionnement de l'intérieur grâce de l'Alliance, grâce à la correspondance, en particulier grâce à la correspondance avec Tchernov. Et puis vient le temps des ruptures et de la guerre et de l'après-guerre. Visiblement, à la fin des années 20, début des années 30, hein, je rappelle qu'il décède au tout début des années 30, il y a chez Reynac peut-être une incompréhension de ce qui se passe. Toujours est-il que avec Lucien Wolff, qui est la branche anglaise du judaïsme européen, ils sont sur une ligne antisioniste Ouais. assez forte, malgré les appels du pied de Jacobus Kahn, qui était lui partisan d'un rapprochement très fort entre le sionisme, sionisme capitalisme, c'est-à-dire bon, investissons, aménageons en Palestine, installons-nous en Palestine, soyons pragmatiques, et puis euh, Salomon Reynac qui reste sur ses positions, lui, non, non, pas de sionisme, je reste sur mes positions de l'Alliance qui est, euh, voilà, sinon antisioniste, du moins très, très prudente par rapport On aux peut le dire, colonisations. on peut le dire pour l'époque. Et il y a des correspondances, d'ailleurs, il y a des lettres de Sylvain Lévy Oui, dans votre quelques-unes, oui, corpus. quelques lettres de Voilà. Sylvie également, oui, oui, tout à Mm. fait, tout à fait. Voilà, donc pour ce tour d'horizon, je crois que ce que j'ai, voilà, donc voilà un tableau de Poussin pour Amalthée nourrissant le jeune Zeus. Euh, voilà pour les correspondances. Je suis évidemment tout à fait disposé à répondre à toutes les questions possibles si j'en suis capable Vous l'êtes, certainement. pour apporter certaines précisions. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur sa vie mondaine qui était très intéressante. Il a reçu véritablement tout ce qui se faisait de plus, tout ce qui se faisait de mieux dans le domaine intellectuel, dans l'Europe d'avant 14, dans l'Europe de l'après-guerre, dans le monde de la Belle Époque. Ouais. Euh, Et là donc dans ce que vous proposez ici, disons, son office, son emploi à la tête du musée de Saint-Germain-en-Laye est assez peu représenté. Non, tout à fait, oui, Ça. oui, parce que bon, ben, ça sortait de ce Ouais. domaine juif russe qui reste malgré tout, voilà, euh, ce que je maîtrise le mieux, hein, Oui. et qui me semblait également, bon, il y a des travaux hein, de personnes particulièrement talentueuses pour écrire sur l'apport de Salomon Reynac en tant qu'administrateur de ce musée, en tant que spécialiste de l'Antiquité, également pour spécialiste des études
juive, c'est véritablement ce chaînon euh, entre le monde français, israélite, et le monde russe qui me semblait important, intéressant d'éclairer. Oui, je pense que c'est un des principaux apports de cet ouvrage, effectivement. Euh, une question peut-être naïve, dans toute cette correspondance, où ça fait peut-être partie de cette part du corpus que vous n'avez pas suivi, mais il n'y a pas de lettres de ces deux frères. Donc, Non. est-ce qu'ils ne s'écrivaient pas? Ils se côtoyaient, ils étaient proches sans avoir besoin de s'écrire, ou est-ce que ces lettres sont ailleurs? Alors écoutez, je ne sais pas où elles sont, mais non, je n'ai pas noté. En tout cas, c'est pas quelque chose qui a retenu mon attention. Ce Hmm. n'est pas quelque chose qui a retenu mon attention. Deux frères, un qui était plutôt dans le monde politique et l'autre qui était un spécialiste également du monde antique et qui a construit une villa célèbre dans le sud de la France. Oui, bien sûr, D'ailleurs, tout le monde connaît le surnom collectif qu'on donnait aux trois oui, frères Renac, n'est-ce les frères, pas? je sais tout, oui, oui. Voilà. D'ailleurs, je tiens à l'occasion de la présentation de cet ouvrage, à évoquer le nom de Madame Shift, qui a été spécialiste de Renac et qui m'a donné des informations intéressantes sur le scandale de la tiare de Sataï-Fernès, une tiare qui a été euh, modelée sur le modèle des tiares des rois scythes. C'était une tiare qui avait été fabriquée par euh, un orfèvre d'Odessa et vendue comme un objet réel, authentique, euh, au musée du Louvre en 1894 ou 95, je ne sais plus exactement. Et dans le scandale de l'affaire Dreyfus, un scandale des faux, à nouveau, des Juifs, en l'occurrence Renac, était mêlé et ça avait fait un véritable scandale sur fond également d'opposition avec les historiens allemands qui, eux, étaient persuadés que c'était un faux. Voilà. Hmm. Mais là Il a été très encore, attaqué, hein, c'est ce qu'on voit. Il a oui, été très attaqué. Et peut-être pourriez-vous revenir en quelques mots sur sa position, justement, par rapport aux études juives et c'est l'avenir, entre guillemets, du judaïsme, sa position, disons, très éloignée, finalement, d'une position traditionnelle et qui lui vaudra, je crois, en grande partie cette opposition quand il se représentera pour les votes de l'Alliance vers la fin de cette carrière. là je voudrais, je vais essayer d'esquisser une réponse, mais bon. Euh, Dans ses ouvrages, en particulier Orpheus, l'histoire des religions, il montre, il remonte à l'origine des religions, des rites, et il montre comment les religions actuelles, aussi bien que les religions primitives existantes dans le monde, à l'époque où il fait ses travaux, sont inspirées, guidées par des rites en rapport avec le totémisme, avec la nature, avec les peurs, et que cela, en fin de compte, relève plus de la superstition que de la religion, ce qu'il considère être, lui, ça relève plus de l'anthropologie que de la religion. Lui, sa religion, c'est la religion de la fraternité, la religion du savoir, la religion de l'universalisme. Et il est partisan d'une. Alors, il dit, bon, bah, dans ses écrits, en particulier dans ceux qui sont conservés à l'Alliance, voilà, bon, le Shabbat, c'est pas la peine de le garder. Là aussi, c'est une surveillance du passé qui est associée à des rituels. De même pour le porc, si on regarde bien, quand on fait l'étude des totems, eh bien, le porc n'est pas mangé non pas parce qu'il était considéré comme impur, mais au contraire parce qu'il était
considéré comme un être, comme un totem et loué, ou du moins il était considéré comme une Valorisé, divinité oui. par les anciens, voilà, par les anciens tribus juives, et que tout cela n'a fait pas sens selon lui, et qu'il faut garder ce qu'il considère comme le message du judaïsme, c'est-à-dire sa dimension universaliste. Alors, cela lui vaudra des inimitiés, en particulier des accusations euh, venant en particulier des Juifs d'Europe de l'Est et des Juifs allemands, lui reprochant de vider le judaïsme de son essence et de ne pas prendre en considération toute la richesse de la culture juive. Voilà, Ouais. bon, je crois que... C'est un débat qui peut être encore très contemporain, hein, finalement. oui, oui, certes, certes, certes. Euh, oui. Euh, bon, c'est très ambigu chez Renac parce qu'il a cette position-là et puis en même temps, comme j'ai essayé de le montrer, il est particulièrement sensible à la cause des Juifs russes. Voilà, mais ce n'est pas si étonnant, je veux dire, à cette période. Le lien au judaïsme comme croyance, comme religion, comme civilisation, comme système de pensée peut être très éloigné de certains personnages qui, eux, sont plutôt élevés ou qui se sont formés dans le culte de la raison, de la République, etc. Mais ça ne les empêche nullement disons, de se pencher avec beaucoup de bienveillance auprès de leurs frères persécutés. Je pense à Bernard Lazare, par exemple. Bernard Lazare, bien entendu, ce n'est pas un juif religieux, clairement. Et pourtant, il va avoir un rôle, non seulement pendant l'affaire Dreyfus, mais auprès des juifs roumains. Et on a des correspondances où on voit à quel point les juifs roumains l'accueillent presque comme le Messie quand il vient le rendre visite. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre ce soutien aux juifs de leur temps, aux juifs malheureux et persécutés de leur temps, et un certain éloignement avec la tradition juive. C'est-à-dire que, bon, c'est une position un peu... euh, c'est une position qui, néanmoins, met Renac en porte-à-faux, Oui, ou qui met les Israélites français en porte-à-faux par rapport à l'opinion française ou par rapport aux antisémites français qui lui disent, bah, bah, regardez, vous dites que vous êtes universaliste, que vous êtes tout près, que vous êtes pour l'intégration, l'assimilation, que vous êtes juif à la maison, etc., etc. Mais néanmoins, regardez, vous êtes en fin de compte très proche de ces gueux là qui viennent nous envahir dans nos rues, qui parlent oui. yiddish, etc. Donc, vous êtes fourbe et vous êtes dans le mensonge comme tous vos frères juifs, et comme voilà, vous cachez votre jeu en fin de Oui, compte. c'est le message autour de la solidarité juive, en fait, Évidemment, évidemment. qui peut être dévoyé pour en arriver au protocole des sages de Sion également. Exactement, C'est ça. exactement. Concernant le protocole des sages de Sion, bon, là, Renac est de nouveau au premier plan avec Lucien Wolff dans la traduction, dans la dénonciation. Il est très euh, vindicatif, il est très actif dans la défense, dans la dénonciation de ce faux. Ouais. On vous demande si vous avez trouvé des échanges avec d'autres savants juifs français contemporains, comme James Darmstädter, par exemple. Je n'ai pas trouvé une. Il y a bon, il y a effectivement des lettres. De toute façon, il suffit de taper sur Internet Bibliothèque Méjeanne et ils ont listé toutes le contenu des boîtes, en tout cas les différentes correspondances de Correspondant. RENAC, et également le nombre d'items par boîte. Donc, c'est très pratique. Alors, effectivement, il y a des correspondances avec Darmstädter, oui, effectivement. Oui. Oui, on sent que c'est un milieu, mais euh, d'après ce que vous dites, il n'y a pas eu forcément
de grands rapprochements entre le milieu intellectuel juif russe et le milieu français, finalement, à travers quelques individus comme Salomon Reinach, il n'y a pas eu de grands mouvements d'échange Non, entre non, ces deux non, mondes. non, 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 non. Il y a eu euh, les Ginsburg, enfin certains membres de la famille Ginsburg, et puis Renac. C'est justement ce qui m'a intéressé, euh, de mettre l'accent sur voilà, cette personnalité, et puis son épouse en tant que pivot hein, de cette relation entre les Israélites français, et puis les Juifs russes, et le monde académique et des historiens russes. Peut-être que voilà, ces intellectuels avaient aussi besoin d'un ailleurs, disons, pour relativiser aussi leur pensée. Je pense encore à Sylvain Lévy et toute son approche de l'Orient, Oui, tout à fait. finalement. Tout à fait, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, Ce que je voulais dire également, c'est que avec Meyerson, vous m'avez posé les questions, mais j'ai l'esprit d'escalier. Avec Meyerson, la correspondance à trois Meyerson, Herrera et Renac est très intéressante parce que Renac et Herrera sont à l'initiative d'une des premières expéditions de la Jewish Colonization Association en Russie en 1908 pour visiter certaines colonies, certaines Städte et certaines villes de la zone de résidence, expédition à laquelle prendra part Meyerson. Et c'est assez surprenant d'ailleurs de voir, de suivre ce voyage, mais de suivre aussi comment les délégués de la Jewish Colonization Association font le rapport et disent qu'ils sont accueillis par les autorités russes de l'époque et même accompagnés et qu'ils bénéficient des droits et des passes pour aller visiter les différentes communautés dans la zone de résidence. Une zone de résidence, oui, tout à fait. Oui. Mais là, on est encore donc en 1908. Pourtant, il y a eu donc toute la période des pogroms des années 80 et de 1905. Oui, Et donc, oui, peut-être qu'ils veulent montrer oui. un Ben, visage plus apaisé de la situation russe. excusez-moi, je crois que il faut distinguer, et c'est ce qui va aussi se concrétiser, s'exprimer au moment de la Première Guerre mondiale. Il y a euh, les fonctionnaires, les militaires qui gravitent autour du pouvoir tsariste, qui sont profondément, intimement antisémites, et c'est ce qui va se vérifier au moment de la Première Guerre mondiale, puisque les expulsions de la population juive sur le front est le fait de l'armée, en opposition avec un nombre important d'hommes politiques russes. Et c'est là un aspect aussi à prendre en considération. Il y a un courant qui existe parmi les hommes politiques russes, et Tolstoï est un homme politique, Jean Tolstoï, d'hommes politiques russes qui sont en faveur de l'émancipation des juifs russes et pour une incorporation de ces juifs russes dans la société russe pleinement. Il y a une question de Monsieur Sebag. J'essaye de réactiver. Je pense que vous pouvez. Voilà, Merci. votre micro est ouvert. Merci. Bonsoir, Monsieur Tcherny. Bonsoir, Bonsoir, Monsieur monsieur. Kupermak. Merci pour tout ce que j'ai entendu. Je veux juste faire des liens avec ce que vous avez dit. J'admire beaucoup la villa Kérilos à laquelle vous avez fait allusion, donc à Beaulieu, qui est l'œuvre de Théodore, Oui, un des frères de Salomon, et qui lui-même était féru de tout ce qui était grec, mythologie, archéologie. Et quand on visite cette villa, il y a quelque chose de très émouvant parce que le sol du bureau de Salomon, qui donne sur la mer,
il y a une Magen David très, très visible, très belle, dans le lieu où travaillait Théodore. Donc, sur son écriteau, il travaillait debout face à la mer. Deuxième remarque, Rose, qui est née à Odessa, ça me fait penser. Alors, elle était sioniste et je me suis posé la question, enfin, je me dis qu'il y a un signe parce que Odessa était très sioniste depuis Léo Pinsker, qui en 1881, suite à des pogroms tsaristes, enfin, militaires tsaristes dont M. Tcherny a parlé, donc a créé Hovevet Sion, les amants de Sion, ou Hibat Sion, enfin un des deux comme appellation. L'idée, c'était arrêtez, vous juifs, d'attendre le Messie et commencez à le préparer activement en vous installant en Palestine de l'époque, c'est le terme de l'époque, enfin ce territoire-là, et travaillez et préparez-vous, soyez les Messies en quelque sorte, préparez l'avenue du Messie en vous installant là-bas. Et troisième point qui m'a touché, c'est la référence à Saadia Gaon, cet immense rabbin et en même temps philosophe qui prépare 200 ans après la venue de Maïmonide. Et me penchant sur ces hommes, dont Salomon Reynac, qui, à la fin du 19e, début 20e, sont dans toutes ces réflexions, notamment avec un des amis de Salomon sur Saadia Gaon. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de vous, Monsieur Tcherny, et donc c'est cette continuité du judaïsme sous ses différentes formes. Voilà. Merci. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, oui, je vous remercie. Vos remarques ouvrent des champs et des perspectives immenses. Rose Reynac, son sionisme va de pair avec, enfin, je veux dire, le fait que dans les archives de Rafkin, qui était également sioniste, on trouve des chants révolutionnaires russes inspirés du mouvement populiste, n'est pas surprenant. Enfin, les sionistes d'Odessa, sionistes russes, se sont nourris de la pensée populiste et du retour au peuple pour émerger, pour se constituer. Le sionisme russe a été travaillé par le populisme russe, me semble-t-il. Quant aux autres fêtes, la maison Kérylos, oui, c'est Madame Schitz qui m'en avait parlé et qui avait évoqué ce temple. Ce qui me paraît très intéressant, c'est, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais c'est que il y a eu en France et en Russie une sorte de révolution historique qui fut d'abord d'inspiration grecque, en tout cas en France, en Russie, et ensuite une révolution qui est allée plus loin dans la recherche, et les révolutions historiques ont été, elles ont d'abord été grecques, et puis ensuite elles ont été ensuite nationales. Et c'est donc, si vous voulez, et ça rejoint aussi cette idée de sionisme, c'est-à-dire que les uns sont allés vers l'origine, le sionisme, et les autres sont allés vers l'origine de l'histoire, vers le scythisme. Et je crois que c'est là où il y a eu une division, et en tout cas, cette division, on la sent à travers l'hostilité que Reynac a à l'égard de Kondakov, ce savant, lui aussi originaire d'Odessa, qui a fait une grande partie de sa carrière à Odessa, et qui se réfugie ensuite à Prague dans les années 20, et qui demande à Reynac de l'aider, et Reynac lui tourne le dos. Parce que la pensée de Kondakov n'est pas du tout en accord avec
l'ouverture de Reinach. Et puis, bon, pour dire les choses telles qu'elles sont, Kondakov inspire le mouvement eurasien, le mouvement nationaliste russe qui est antisémite. Très bien, bah, écoutez, je crois qu'on a fait un très beau tour d'horizon de votre travail, cher Boris. Donc, cette correspondance donc, que vous avez non seulement, on l'a compris, redécouverte, triée en quelque sorte, vous en avez extrait certains thèmes, car vous vous êtes bien rendu compte avec honnêteté qu'on ne pouvait pas tout embrasser en un seul en un seul volume, en un seul ouvrage, en une seule recherche. Donc, vous avez sélectionné les thèmes pour lesquels vous étiez le plus compétent. Et je dois dire que la lecture du volume est très facile parce qu'il y a les lettres elles-mêmes et vous avez fait un très beau travail d'édition à chaque fois en décrivant le contexte, en renseignant toutes les informations dont vous disposiez sur les différents correspondants. Et vraiment, ça nous donne un tour d'horizon très, très complet de ces différents milieux intellectuels, à la fois les jeunes étudiants russes, les intellectuels russes plus tard, une partie du monde juif français. Et ça nous donne aussi tous les engagements, non seulement universitaires, intellectuels, mais aussi politiques et sociaux de Salomon Reinach. Donc, voilà, je pense que c'est un très bel ouvrage qui nous ouvre beaucoup de perspectives, qui nous fait découvrir une autre facette de ce grand savant. Et pour ça, je voulais vraiment vous remercier, cher Boris. Écoutez, moi, je voulais vous remercier parce que vous avez cité, enfin, vous avez mentionné le fait que depuis longtemps, effectivement, je fréquente la bibliothèque dans les nouveaux locaux, et puis avant dans les anciens locaux. Et ce sont des espaces qui parlent, voilà, et des espaces qui parlent, qui sont nourris d'histoire, et ce sont des lieux, voilà, où on se sent porté. Et pour cela, je tenais à vous en remercier parce que on a envie de faire partie des lieux, voilà, de les nourrir aussi à notre tour quand on est dans la bibliothèque de l'Alliance. Merci, merci beaucoup et merci pour cet hommage à notre bibliothèque et à toutes les bibliothèques, puisque dans votre texte, hein, vous le dites souvent. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous nos auditeurs également. Vous pourrez retrouver dans quelques jours, je pense, la vidéo de cette présentation et bien sûr, rejoignez-nous sur les différentes activités de l'Alliance, de la médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild, de la bibliothèque numérique de l'Alliance, j'insiste, parce qu'il y a tout un énorme ensemble de documents accessibles en ligne dès aujourd'hui, bibliothèque numérique AIU, et je crois que pour toutes vos recherches et pour tous vos centres d'intérêt, cela pourra être vraiment utile. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations. Merci.